Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, Peter Moore. Comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux? Comment ça? Ben, le monde pourrait tourner droit au lieu de tourner en carré. Oui, c'est vrai, ça pourrait aller mieux. Je suis le premier à critiquer toutes les sphères de notre civilisation, mais au moins je reconnais qu'on va dans le bon sens. Je sais que les médias vont pas faire de nouvelles avec c'est la paix depuis 20 ans ou tout va bien chez Monsieur Martel. Non, non. C'est quand ça va pas qu'on fait des nouvelles. Alors c'est des meurtres, les guerres, et ça nous donne une fausse impression que le monde est de pire en pire. Mais attardons-nous aux faits. Dans les derniers siècles, l'espérance de vie à la naissance a augmenté énormément, passé de 30 à 80 ans ou près. La mortalité infantile a été divisée par 100. En 1820, plus de 90% de la population mondiale vivait sous le seuil de la pauvreté. C'est moins de 10% aujourd'hui. Au milieu du 20e siècle, on n'avait même pas de conscience environnementale. Aujourd'hui, elle est uniformisée. On préfère tous la chirurgie avec anesthésie. Même vous, n'avez-vous pas accumulé quelques victoires importantes ces dernières années? Ben, pas juste des petites, on a eu des grosses. Puis la raison pour qu'on fait l'entrevue aujourd'hui, évidemment, c'est que 5 ans après l'entrevue initiale, il y a des choses effectivement qui ont été gagnées et puis qui sont importantes de partager parce que l'entrevue d'il y a 5 ans était plutôt prémonitoire. Je tiens à la faire parce qu'il faut prouver à un moment donné qu'on ne fait pas juste aller notre grande gueule, qu'on pose des actions et puis que ces actions-là portent leurs fruits. Ouais. Même que, je sais pas, prémonitoire, ça a l'air un peu mythique, alors que c'est pas tellement mythique. Vous, ce que vous avez fait un plan, vous avez mis vous avez un projet, puis vous avez mis en branle les étapes pour l'atteindre. C'est un succès sur bien des points de vue. Maintenant, pour situer un peu nos éditeurs, imaginez, c'est un dossier qui est très volumineux, alors on ne va pas de vous donner tous les détails ici, mais vous avez accès à tous les détails de cette saga, si on veut, sur Internet, sur votre site. Oui, sur notre site Internet, canadagrandjury.ca, www bien évidemment au début. Tout a été mis là en ligne, incluant les archives audio. Et puis sinon, sur ma chaîne YouTube, Abitibi, A-B-B-I-T-T-I-B-B-I, pour ce qui n'était pas nécessairement en rapport avec le grand jury qu'on a fait. Mais je tiens à dire que c'est ça, il y a juste les fous qui emploient toujours la même méthode puis qui espèrent un résultat différent. C'est pour ça que j'accepte que vous avez dit le mot plan tout à l'heure. Effectivement, j'ai vite constaté qu'il n'y avait pas de solution dans le système actuel dans lequel on était, puis il fallait faire autrement. Et puis c'est simplement ça que j'ai mis en branle. Ça a bien fonctionné. On a eu la plupart du temps des victoires, quelques petits revers, mais rien pour paniquer. Puis des grandes victoires en plus. Bon, ça c'est pour aller voir tout dans les détails. Maintenant, si on veut piquer votre curiosité, on va faire un petit compte-rendu. On avait fait une entrevue, pour ceux qui me suivent de plus près, vous le savez, des autres, vous l'avez peut-être manqué. Je crois qu'elle est toujours en ligne, sinon j'ajouterai un lien dans la description. Une entrevue qu'on avait eue avec un monsieur Denis Paiement, qui est un de vos amis personnels, qui est devenu un ami aussi à travers tout ça. Parlez-nous un peu de Denis. Le cas de Denis Paiement est un cas pathétique, je dirais, puis en même temps intéressant. Denis Paiement a subi un violent accident de travail il y a maintenant 16 ans, en 2003, 17 ans en fait, on est en 2020. Et puis il s'est fait couper les 2 jambes en haut des genoux dans un accident non responsable, bien évidemment au travail. Et puis par la suite, ça se résume à une phrase bien simple. Il a été non seulement victime de l'accident, mais en plus la CSST l'a laissé tomber par la suite. Donc double victime. Et puis c'est à ça que j'ai travaillé à mettre fin, que Denis cesse d'être une victime et soit plutôt en mesure de maîtriser sa situation, si je peux dire ainsi. Par contre, Denis a un gros handicap qui n'est pas relié à l'accident de travail, c'est que Denis est incapable de lire ou d'écrire d'une façon convenable, malheureusement. Et puis... Pensez-vous que ça peut avoir joué dans les décisions, le peu de soins qu'il y a eu de la part de la CSST, le fait qu'ils ne sachent pas tellement lire et écrire qu'on pouvait... La CSST ne donne pas de soins, premièrement. C'est les hôpitaux qui font ça quand ils décident de le faire.
par contre, au niveau des mesures compensatoires pour cette situation qui sont payées par eux, effectivement, là, ça joue un immense rôle. Quand ils ont fait son évaluation initiale, non seulement ils l'ont consolidé à 175%, donc il était une fois et 3/4 handicapé. Je pense que le 3/4 provient effectivement là, de son, de son handicap au niveau éducatif en réalité. N'est-ce pas ce combat injuste, perdu d'avance, de l'individu contre les institutions qui vous aurait incité à emprunter ce chemin différent? Ben oui, hein, dans ma vie personnelle, avant de rencontrer Denis, puis par la suite ça a été confirmé, on n'en a pas de droit. C'est aussi simple que ça. C'est un système de droit qui ne nous donne aucun droit. C'est une matière qui est commerciale, le droit. Puis quand un individu, un humain est libre et souverain, décide de réclamer quelque chose, ben, étant donné que c'est pas une corporation, ben, des droits, il n'y en a simplement pas. C'est une bataille à chaque fois. Puis, effectivement, là, c'est une bataille vers le haut. En montant une côte, ben, t'as pas beaucoup de chances de gagner. Parenthèse peut-être intéressante, ça me fait penser à un humoriste américain que sûrement plusieurs des auditeurs connaissent, George Carlin, qui disait justement qu'on n'en a pas de droit, parce qu'il dit des droits, c'est quelque chose qu'on a à la naissance et puis qu'on ne peut pas vous enlever. C'est quelque chose que vous avez automatiquement à la naissance qu'on ne peut pas vous enlever. Il dit, il n'y a rien comme ça. On vous dit que vous avez le droit à la liberté, mais le gouvernement peut vous mettre en prison n'importe quand. On vous dit que vous avez le droit à la vie, mais le gouvernement peut vous tuer. Dans bien des États aux États-Unis, la peine de mort est encore en cours. Puis, à ce que je sache, au Canada, pour haute trahison, vous pourriez aussi être passible de peine de mort. Donc, le gouvernement peut même vous enlever la vie. Alors, vous n'avez aucun droit à tel quel. Vous avez des privilèges, dans oui, le fond. effectivement. Mais la peine de mort a été suspendue comme application de sentence au Canada. Ça ne veut pas dire qu'elle a été annulée. Elle est toujours en réalité valide, simplement qu'ils ne l'utilisent pas depuis des années. C'est ça. Ben, en fait, mais puis je pense, à ce que je sache, c'est pour haute trahison que ça serait encore valide. Bon, ça pourrait être appliqué pour meurtre aussi, là, mais ça, c'est pas à moi de juger ça. Puis, meurtre d'un policier, je pense. Bon, de toute façon, pour un policier, c'est pas plus grave qu'une personne normale. Là. Non, mais dans... Ces gens-là, ils se mettent sur un piédestal, mais en réalité, ils devraient débarquer de là parce qu'ils sont pas des policiers. Ils font semblant de l'être. La définition d'un policier, c'est un agent de la paix, et puis ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils font plus ça, ça fait longtemps qu'ils sont des agents d'application de la loi. C'est carrément outrepassé leur rôle. Quelle est la différence, là, un agent de la paix, c'est pas agent de la loi? compliqué. Le meilleur exemple, c'est sur l'autoroute. Je veux dire, quand un policier allume ses gyrophares pour te poursuivre sur l'autoroute, peu importe la raison de l'infraction, c'est une application de la loi. Tu as dépassé la limite de la vitesse, tu n'as pas brisé la paix. Il n'y a pas de victime, tu ne brises pas la paix, c'est aussi simple que ça. Quand il y a une victime, là, c'est un bris de la paix. Quand tu es dans la rue en train de crier à 4 h du matin que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, ça, c'est un bris de la paix. Ouais, là, sont tenus d'intervenir. Mais est-ce que c'est pas un petit peu plus évolué que d'essayer de prévenir les blessures corporelles que plutôt d'attendre qu'il y en arrive? La loi n'a jamais empêché un méchant d'agir, puis elle n'a jamais empêché un crime d'être perpétré. Ça sert à rien en réalité, la loi. Attendez. Si par exemple, il y a un ivrogne qui a tendance à conduire sa voiture en état d'ébriété, puis de parfois causer des coups et blessures, et puis qu'on lui enlève son permis, on le met en prison, il ne peut plus nuire. Oui, mais là, il a été jugé, là. On parle de mais c'est quand même d'application de la loi. Mais l'arrêter auparavant, avant qu'il ait commis un préjudice, oui, ça peut prévenir effectivement un préjudice de se produire. Par exemple, mais ça ne l'a pas empêché d'être au volant de sa voiture. La loi, il s'en fout. S'il est pour commettre une infraction, il va la commettre, que la loi existe ou pas. Quelqu'un qui veut commettre un meurtre, que ce soit interdit ou pas, il va le faire. Mais il est vrai aussi qu'il existe des moyens dissuasifs pour prévenir. Les accidents de la route sont une des premières causes de mortalité chez les jeunes au Canada. Nos efforts n'ont eu que peu de succès jusqu'à récemment. Avec de nouvelles lois, les nouveaux détenteurs n'ont plus que 3 points de démérite et le taux d'alcoolémie toléré de 0. Au moindre excès de vitesse, à la moindre goutte d'alcool, ils perdent leur permis de conduire. Et le taux de mortalité sur la route chez les jeunes commence à baisser pour la première fois depuis longtemps. Ces mesures préventives, anticonstitutionnelles bien sûr, car elles punissent avant d'avoir des victimes, ne sont-elles pas justifiées par la réduction du nombre de morts? Les statistiques, ça ne me concerne pas, puis ça n'a aucun impact sur ce que nous on a fait.
Non, mais Parce que si j'établis les statistiques dans ce qu'on a fait, j'ai fait une action qui a découlé à plusieurs étapes, puis ça a été une victoire, donc les statistiques sont à 100% victorieuses pour nous. Puis c'est de ça qu'aujourd'hui, je voudrais mettre l'emphase parce qu'en réalité, c'est vraiment directement lié avec tout ce que j'ai déclaré dans l'entrevue il y a 5 ans. Je l'ai fait étape par étape et ça a bien fonctionné pour le cas de Denis Paiement. Et pour le pays en général, parce que c'est ça, une action entraîne une réaction de force égale et opposée, mais il y a aussi des étapes dans cette action-là. Et puis je pense que ce qu'on a fait risque effectivement là, de permettre la nation du Canada d'arriver à un point où est-ce que ce genre de choses-là, les meurtres, les statistiques violentes, soient peut-être effacées à long terme sans qu'on ait recours à la loi en tant que telle, sauf la loi commune. Comme je disais au début, le système dans lequel on est présentement, c'est un système de droit commercial qui a effacé le droit commun. Puis si effectivement on rétablit le droit commun, ce genre de criminalité-là dont on parle, ça va être complètement nul et non avenu, il n'y en aura simplement plus. Ouais, c'est vrai. L'exemple des chauffeurs en état d'ébriété récidiviste est parfait. On a beau leur imposer des peines de plus en plus sévères, force est de constater le peu de résultats. Puis on pourrait également citer les États états-uniens qui pratiquent toujours la peine capitale, mais qui abritent les plus violents criminels malgré tout. Votre point de vue est donc tout à fait justifiable. Mais revenons à nos moutons. La saga d'une femme et son sirop d'érable avec les institutions de contrôle d'agriculture n'est-elle pas, elle aussi, un élément précurseur à vos démarches? Angèle Prince, que j'ai rencontré dans le cadre du grand jury, puis avec mon amitié avec Denis Paiement, une dame bien honorable qui a hérité d'une terre ancestrale. Elle, c'est une métisse, une amérindienne, si vous préférez. Et puis, de père en fille, ils ont exploité leur terre de sirop d'érable jusqu'à temps que la Fédération des producteurs de sirop d'érable pourri du Québec vienne s'en mêler et essaie de monopoliser la production. Eux n'ont pas voulu s'associer avec cette fédération-là. Et puis malheureusement, quand tu résistes au droit commercial, ben c'est ça. Ils ont mis une bande d'avocats sur leur dos jusqu'à temps qu'ils saisissent leur terre et puis les forcent à cesser la production de sirop d'érable par la contrainte. Ils ont eu beaucoup d'aventures. C'est pas à moi d'en parler, là, mais je peux vous dire que c'est pas acceptable dans une production artisanale, parce que eux, c'était pas du tout commercial à grande échelle. Là, on parle pas de produire des millions de litres de sirop d'érable, on parle de quelques centaines de litres. Que tu sois forcé, puis je mets le mot sur production artisanale. Quand tu fabriques quelque chose dans ton salon, tu n'as pas besoin de licence. Eux autres, bon, ils ne pouvaient pas faire du sirop d'érable dans leur salon, là, je l'admets, là, ça se passe dans la forêt. Là. Mais c'est ça, c'était tellement minuscule comme production, c'était vraiment familial, l'histoire d'un gars par hiver. Puis ça n'a pas été respecté. Ils se sont heurtés au système juridique pendant 20 ans, défaite après défaite devant le système juridique. Les juges sont dans le coup, les avocats sont dans le coup, la police est dans le coup, Garda World est dans le coup. Il n'y a rien que cette fédération-là leur a pas fait pour les faire cesser leur sirop d'érable. Mais au bout du compte, ils ont eu aussi une victoire. Ils ont réussi tout à l'heure, je disais se faire saisir. Oui, ils ont fait saisir la production, mais Angèle s'en est bien tiré. Puis je vais mettre quand même une parenthèse là-dessus. Ils ont réussi à vendre leur terre à la fin et puis prendre leur plus-value et puis s'expatrier du Québec. C'est pas l'idéal, mais au moins, ils n'ont pas tout perdu. Puis surtout, comme Denis Paiement, ils n'ont pas perdu leur honneur. Ils sont restés dans leurs convictions, là, je vais utiliser le mot bon droit, là, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ils sont restés droits en tant que personne. Mm-hmm. Ils voulaient pas être associés avec ces gens-là. Puis parce que c'est une histoire artisanale, ben moi j'ai supporté ça. Si effectivement Angèle Prince avait eu une usine de production de, je sais pas moi, de roulement à billes, j'aurais pas supporté. Là, ils sont impliqués en commerce, puis ça n'a pas rapport avec le droit commun.
Mais par cet artisanal hérité des ancêtres, par traité et puis par héritage, ben, j'ai supporté cette chose-là. Le point commun avec Denis Paiement, c'est qu'on pourrait dire qu'encore là, c'est l'individu qui se heurte à des institutions, qui se crée un code de loi. Il tente de te le faire appliquer, mais ça, c'est l'explication banale. La vraie explication, c'est la liberté d'association. Denis voulait plus être associé avec la CSST, Angèle voulait plus être associé avec, ou a jamais voulu, en fait, être associé avec MAPAC ou... Ben, c'est pas le MAPAC, c'est la production Fédération des producteurs de sirop d'érable pourri du Québec. Puis j'ajoute que le terme pourri est de mon cru, là, mais ça vient de ce qu'Angèle en pense. Effectivement, là, tu devrais pas être forcé quand c'est une production artisanale d'être associé avec qui ou quoi que ce soit. C'est trop minuscule, mais bon. Maintenant, pour sauter dans le vif du sujet, la politique canadienne est fondée autour d'une royauté. Elle pourrait être qualifiée de monarchie constitutionnelle. Ce parti royal se nomme le plus souvent la Couronne. Ainsi, environ 80% du territoire canadien est qualifié de terre de la Couronne. La plus haute instance policière se nomme la Gendarmerie royale. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plus haute instance politique du pays n'est pas le premier ministre, mais le gouverneur général, qui lui n'est pas élu, mais plutôt assermenté par la reine d'Angleterre. Il en est le représentant au Canada et il occupe ainsi la position du commandant en chef des forces armées canadiennes. Les plus grandes forces de coercition du pays sont donc au service de la reine et non du gouvernement et encore moins au service du peuple, au moins en théorie. Ne sommes-nous donc pas des sujets de la reine d'Angleterre dans les faits? La vérité, c'est qu'Élisabeth II elle a été découronnée il y a bien longtemps puis qu'ils ne nous l'ont pas dit, qui ont prétendu que le Canada demeurait une monarchie constitutionnelle, mais ça non plus, c'est pas vrai. Dans les faits, dans le principe, c'est vrai, mais dans les faits, c'est pas vrai. La preuve pour l'État national du Québec, c'est qu'ils ont remplacé les procureurs de la Couronne par le DCPC, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ils l'ont enlevé, le mot Couronne. Ils ont enlevé beaucoup de choses partout aussi. La GRC nous a déclaré dans le cadre de nos processus qu'il y avait juridiction partout au Canada, sauf au Québec. Puis ça, il y a une raison profonde à ça qu'on va reparler dans quelques instants. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ça, mais je tiens à mettre l'emphase qu'on vous a menti. La couronne a été découronnée il y a très longtemps. C'est le barreau du Québec qui est coupable de ça, mais par contre, eux autres sont juste des marionnettistes qui se font marionnetter eux autres mêmes. C'est pas eux autres, mais il y a eu un coup d'État au Canada, un coup grave, qui a été découvert par le grand jury du peuple du Canada en 2015, hors de tout doute. Personnellement, je m'en doutais avant, mais voilà, quelqu'un d'autre est venu au grand jury, a fait la preuve, et puis quand quelqu'un s'intéresse à la cause constitutionnelle, qui est la loi suprême du pays, tu te rends compte que effectivement, on est censé d'avoir un roi et une reine. Dans les faits, ce n'est pas vrai depuis bien longtemps. Et vous avez donc décidé de rectifier la situation, si j'ai bien compris. J'ai pas décidé personnellement de redresser la situation. C'est le grand jury qui a décidé de m'octroyer un mandat c'est le grand jury du peuple en passant, qui a décidé de m'octroyer un mandat à la fin du tribunal pour effectivement corriger la situation dans laquelle on est impliqué. Ces gens-là qui ont été très courageux, qui ont décidé de rendre jugement dans une situation inacceptable, en considérant en même temps qu'eux, il leur manquait des capacités pour être en mesure de faire ça. Ils m'ont octroyé un mandat de confiance. Je voudrais dire pour corriger la situation du mieux que je peux. Et puis j'imagine qu'après 5 années qui seront passées après le grand jury, que la situation a été corrigée. Maintenant, à cette étape-ci de où on est rendu, on a besoin des gens, du peuple, pour poursuivre l'aventure ou la correction. Parce que vient un point dans cette histoire-là que j'ai pas l'intention de m'approprier le Canada en mon nom, ou même le Québec, ou aucune des provinces, ou aucune des parties, ni même rien du tout. J'ai rien gagné à faire tout ça d'une manière personnelle. Et puis je tiens pas à être accusé un jour qu'effectivement j'ai fait ça pour mon bénéfice personnel. Donc à l'étape où on est rendu aujourd'hui, puis la raison de l'entrevue secondaire, c'est donc un appel aux gens qui vont regarder ça, de s'il vous plaît, levez-vous et participez avec nous parce que moi, je suis obligé de me rétracter. Ça a été fait,
j'ai avancé l'histoire autant que je pouvais. Et puis à ce moment-ci, ben voilà, pour éviter de tomber en conflit d'intérêts, il faut que je m'efface et que je laisse à d'autres le soin de terminer ce qui a été commencé. Je répète que cette vidéo vise à survoler rapidement la démarche. Vous pourrez visionner des dizaines d'heures de démarches légales sur YouTube sur la chaîne suivante, Abitibi, 2B2T2B. Malheureusement, cette chaîne sera suspendue dans moins de 2 mois. Alors dépêchez-vous à aller voir si ça vous intéresse. Puis vous pourrez toujours accéder à la majorité de l'info sur le site de la SRPC en document. Maintenant, survolons cette démarche en 10 points à raison de 3-4 minutes par point. La première étape, je pense, c'était le comité de la Cour. Avant ça, ça a été d'aller signifier la CSST. Puis j'ai préparé un petit souvenir que je voudrais juste montrer 2 secondes. On a été avec Denis Paiement siéger devant la CSST sur le gazon, soyons clairs, pendant 11 jours. C'est d'ailleurs là qu'on a fait l'entrevue initiale avec Denis Paiement, à laquelle je ne participais pas, c'était juste vous et lui. Puis je voudrais juste vous montrer, je l'ai toujours gardé en souvenir, donc je ne sais pas si la caméra va le prendre comme il faut, là. Mais bon, bref, c'est ça, un petit coucou à la CSST. Ouais, plus, ouais, ça. Voilà, donc je l'ai gardé en souvenir à la de l'âge, cette pancarte-là, elle a du vécu. Donc, coucou! Voilà, c'est là que ça a commencé, 11 jours. Ensuite de ça, effectivement, comme je disais au début, seuls les fous emploient toujours la même méthode en espérant un résultat différent. Donc, je suis allé fouiller dans les statuts du Canada. J'ai dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas une solution. Il faut que je la trouve. Et puis, un jour, je suis tombé sur un terme francophone, même en droit anglais ou dans la loi en anglais, c'est le même terme. Les termes de grand jury. Là, je vais commencer à me gratter la tête. C'est quoi ça, un grand jury? J'ai étudié la question. Il n'y a pas beaucoup de références parce qu'au Canada, les grands jurys ont cessé d'être en activité il y a environ une centaine d'années. La raison pourquoi que ça a été fait, c'était pour une des premières étapes pour réaliser leur coup d'État, parce que le grand jury a une fonction relativement simple, surtout au Canada, dans le droit hérité de la Grande-Bretagne, c'est de juger le gouvernement. Il y a d'autres fonctions, mais c'est la principale. Donc, juger le gouvernement. Puis c'était dangereux pour quiconque voulait faire un coup d'État, puisqu'un grand jury aurait pu se réunir et mettre fin à ça en 5 minutes. En abolissant les grands jurys ou en cessant de les utiliser dans l'expérience populaire, ben voilà, les gens ont oublié que ça existait, ont oublié que c'était là que résidait leur véritable pouvoir au-dessus de toutes les autres cours. Et c'était là que le peuple en commun pouvait ordonner à son gouvernement de faire quelque chose. Donc, j'ai étudié ça comme il faut. Puis la première étape, ça a été le comité de la Cour. La première étape, ça a été le comité de la Cour, étant donné que ça faisait 100 ans que les grands jurys n'ont pas été utilisés, il n'y avait pas de méthode disponible facilement. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je réunisse des gens qui sont un peu plus calés en procédure de tribunal et puis qu'on établisse une constitution. Donc, on a fait 7 versions d'une constitution du grand jury, non pas du pays ou d'une province ou d'une compagnie, quoi que ce soit d'autre, mais pour le grand jury. Quel est notre moule ou notre cadre de fonctionnement? Donc, ça a pris environ 1 an pour rédiger les 7 versions. Et puis, c'était difficile. Il y a eu beaucoup d'ajouts, de retraits, de réflexions, d'études, mais on y est arrivé. Vous avez, j'imagine, choisi l'une des 7? Ben, la 7e version, en fait. Les 6 premières, il manquait des choses ou il y avait des choses de trop qui ont dû être rétractées, mais encore une fois, c'est un cadre de fonctionnement. Ça ne regardait que le tribunal du grand jury. La Constitution est disponible sur notre site Internet si vous voulez la lire. Selon mon humble avis, c'est plate à mort. Mais c'est vraiment juste un cadre de tribunal et d'action, donc l'action du grand jury. Parfait. Après le comité de la Cour, il y a eu le recrutement des jurys. Ça s'est fait en même temps. Le temps de cette rédaction de constitution, on devait trouver des grands jurés ou des jurés tout court pour juger de la cause. Il y en a besoin de 23 pour tenir un grand jury, 23 citoyens qui ont été ultimement tirés au hasard. Dans notre tirage au hasard, parce que souvent, bon, il y a des rétractions, les gens sont occupés à d'autres choses, on en a tiré 26, donc 3 réservistes en plus qu'on a eu besoin, soit dit en passant. Donc ça a été judicieux de faire ça, d'en tirer quelques-uns de plus au hasard.
Il y en a 3 qui n'ont pas pu se présenter aux audiences du grand jury. On a donc sollicité nos réservistes. Ça a été excessivement judicieux. Et puis voilà, ces 23 courageux-là ont pris 6 semaines sur 3 fins de semaine, mais sur 6 semaines en tout, pour venir siéger au grand jury, entendre les 7 causes qui ont été présentées et puis rendre un jugement qui est l'héritage du grand jury aujourd'hui. Ce grand jury-là est né, a vécu et est mort en 2015, donc à la fin des audiences. Il a été dissous, si je me souviens bien, en février 2016, mais les audiences se sont tenues en septembre-octobre 2015 à Cowansville. Toutes les audiences sont disponibles en vidéo sur YouTube? Oui, en tout, il y a probablement 18 à 20 heures, je n'ai pas le compte exact, d'audience du tribunal en tant que tel. Et puis entre 7 et 8 heures d'audience préparatoire, puis peut-être 1 heure de tirage au hasard. Puis ensuite de ça, il y a, pour les résultats du grand jury, parce qu'on a vécu beaucoup d'aventures après le grand jury, il y a peut-être 250 heures de reportages supplémentaires que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, là, en tout et partout, là, de ce qui s'est passé après le grand jury. Il y a eu plus d'aventures après que pendant, ça je peux vous le dire. C'était épique. Parfait. Les séances préparatoires, vous en avez parlé? Oui, les séances préparatoires, ça c'était la réunion des causes. Étant donné qu'un grand jury n'avait pas été fait depuis longtemps, je me suis dit, je ne peux pas juste présenter la cause à Denis Paiement, qui est trop personnelle en tant que telle, même si sa réclamation est d'intérêt public, donc face à la LETMP, ce serait judicieux encore là d'impliquer d'autres causes là-dedans. Il y a eu plusieurs causes CSST qui ont été présentées, Michel Thibodeau, Yves Saint-Martin, qui se sont présentés. D'ailleurs, je voudrais juste dire que les deux reposent en paix, et puis on pourra revenir peut-être un peu plus tard à eux. Mais il y a eu aussi Angèle Prince qui a été présentée comme cause complémentaire. Elle, c'était une réclamation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, face à la Fédération des producteurs de sirop d'érable pourri du Québec. On a eu aussi Chantal Benoît qui est venue présenter une cause pour son ex-mari qui avait une réclamation face à la CSST. On a eu Paul Leblond qui est venu présenter une cause complémentaire. Lui présentait une cause face à l'impôt sur le revenu et les hypothèques légales qui complémentaient donc notre cause. Et on a eu surtout Jean-François Dubois qui est venu présenter une cause constitutionnelle qui a beaucoup contribué au fait qu'on est encore là aujourd'hui à parler du grand jury. Si ça avait été la cause de Denis Paiement seulement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je dois lever mon chapeau à Jean-François Dubois qui a vraiment permis, et Angèle Prince aussi d'ailleurs, hein, qui a vraiment permis d'avancer à la suite du grand jury. Sinon, ben, c'est ça, j'aurais pas eu la moitié des résultats qu'on peut espérer parler aujourd'hui. Si, admettons, là, si c'était totalement farfelu ce dont vous nous parlez présentement, ou même idiot, est-ce qu'il n'y avait pas eu une réaction, par exemple, de M. Lebrun, qui a déjà été avocat, même je pense qu'il est retraité du barreau du Québec, mais qui aurait été avocat toute sa vie, puis il n'y a pas un notaire aussi qui n'a pas supervisé un peu de ces opérations-là, whatever, qui n'a pas... Tout ce qu'on a fait est un acte authentique devant notaire, est enregistré donc dans le bureau de notre notaire à Rivière-Rouge, et puis c'est autant mon notaire que celui de Denis Paiement. Ça, je peux le dire comme étant mien, avec un pronom possessif. Pour ce qui est de Michel Lebrun, oui, effectivement, avocat retraité du barreau de l'État national du Québec, est venu témoigner à l'appel de Jean-François Dubois, qui était procureur au grand jury, et puis il nous a fait un compte-rendu de pourquoi l'Assemblée nationale du Québec est complètement délinquante, illégale, illégitime, inconstitutionnelle, puis au-delà de tout ça, immorale. C'est le genre de choses qu'il ne pourrait pas faire s'il était encore sur le barreau. Hein? Même pas légalement. Non, parce qu'ils n'ont pas le droit de déconsidérer l'administration de la justice, puis un avocat qui rentre dans un tribunal qui dit que le tribunal n'a pas le droit de siéger, ça déconsidère l'administration de la justice. La vérité, c'est ce que je viens de dire. La vérité, c'est que l'Assemblée nationale du Québec est complètement délinquante depuis au minimum 1968. Et n'ont aucun droit de siéger, donc tout ce qu'ils ont fait est par définition illégal. Et c'est ce qui a été prouvé au grand jury et au-delà. Mais si on reconnaît ça, entre vous et moi, ça voudrait dire que les gens qui sont en prison
faudrait les remettre en liberté. Il n'y a aucun jugement qui est valable. Faudrait Il y a vraiment... leur refaire tout le procès. Oui, il n'y a aucun jugement qui est techniquement valable au Québec. Aucun. Zéro, nada, nothing, rien, niet. Regardez, j'ai pas assez de négation dans mon vocabulaire pour vous dire à quel point il n'y a rien de légal au Québec. Puis comme je disais tout à l'heure, au minimum depuis 1968, mais il est probable, fort probable, même très très possible que ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Ça a été, comme je disais tout à l'heure, un coup d'État orchestré. Et je dois lever mon chapeau d'une main de maître. Ça a été bien fait. Mais on l'a percé à jour. Et le propre d'un coup d'État, c'est le secret. Aujourd'hui, le secret est éventré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours libre devant vous de le crier haut et fort. La raison est simple, c'est que c'est la vérité. Il y a eu un coup d'État au Canada, il a été principalement orchestré par le barreau du Québec, mais il y a eu beaucoup de collaborateurs, volontaires et involontaires, les deux. Il y a eu beaucoup d'involontaires. Parenthèse, excusez-moi, le barreau du Québec, il serait derrière peut-être le coup d'État du Québec, mais pas derrière le coup d'État du Canada. Non, ils sont derrière le coup d'État du Canada. La preuve est simple. En 82, quand ils ont tiré les dernières ficelles sur le rapatriement de la Constitution, Pierre-Éliott Trudeau était avocat du barreau, il était premier ministre du Canada. Jean Chrétien était ministre de la Justice, était donc avocat du barreau. Et puis le juge en chef pour le Québec à ce moment-là, c'était un dénommé, je ne me souviens pas de son prénom, mais son nom de famille c'est Wagner. Puis la preuve aujourd'hui qu'ils sont en manque de pions, c'est que le premier ministre du Canada s'appelle Trudeau, puis le juge en chef de la Cour suprême du Canada s'appelle Wagner. C'est les fils à Popa. Aujourd'hui, c'est le même groupe qui est en train de s'effondrer, d'ailleurs. C'est les héritiers qui sont en train de continuer le coup d'État. Le coup d'État, il a bel et bien eu lieu. La Constitution n'a pas été signée en 82, mais c'était la dernière étape pour ne pas avoir de compte à rendre à l'international. Puis au même moment, en 82, ils ont officiellement découronné Élisabeth II. Mais la vérité, c'est qu'en Grande-Bretagne, ils ont un problème constitutionnel encore beaucoup plus grand que le nôtre, sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que c'est un autre pays, puis je n'ai pas d'affaires à me mêler des affaires internationales. Puis d'ailleurs... On a le droit de donner notre opinion. On a le droit de donner notre opinion, mais c'est ce que j'allais dire. Puis d'ailleurs, mon opinion, ça vaut absolument rien. Mais pour ce qui est du Canada, je peux prouver par les faits, Sa Majesté a été découronnée, il y a eu un coup d'État, on l'a découvert, puis on est en train d'y mettre fin. Puis c'est ça que j'avais prédit dans l'entrevue de 2015 avec Peter Moore. Étape par étape, c'est ce que j'avais dit. Ça finit tellement bien le point pour embarquer sur le suivant qui s'appelle le jugement du peuple. Ben voilà, c'est ça. Soyez assurés, mesdames et messieurs, qui vont regarder ça, que moi, j'ai décidé de rien. J'ai procuré la cause, c'est vrai. Ma grande gueule a présenté la situation, aidé de 6 autres procureurs du grand jury, dont Jean-François Dubois et Angèle Prince, que je vais continuer à répéter, à référer. Et puis, ces gens-là, ces 23 courageux-là, ont pris la décision et ils nous ont octroyé un mandat. J'ai décidé de rien. J'ai mis la décision dans les mains des gens tirés au hasard, des gens comme vous puis moi, des gens pris sur la rue, des gens au hasard. C'est eux qui ont décidé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu une procédure de cour d'appel? Angèle Prince, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était prise dans l'engrenage juridique de droit commercial et a donc escaladé en 20 ans de procédure toutes les étapes pour terminer à la Cour d'appel de l'État national du Québec, à laquelle était assurée de perdre. Puis ça, je vais faire une petite parenthèse cocasse. La veille de l'audience à Québec, on était chez moi, puis Angèle était désespérée avec son mari. Et puis, elle ne savait pas quoi faire, puis je lui ai suggéré en tant qu'ami, c'est pas du tout un conseil juridique, parce que je n'en fais pas de conseil juridique, mais je lui ai dit, pourquoi vous n'allez pas là-bas, vu que vous n'avez aucune considération de... Elle ne voulait pas y aller, elle savait qu'elle n'était pas pour perdre, mais j'ai dit, il faut y aller, il faut que vous restiez dans l'honneur. J'ai dit, pourquoi vous n'allez pas là-bas, étant donné que vous n'avez aucune confiance dans leur système, que vous savez que le système est pourri, déchirez leur jugement dans leur face et puis les traiter de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des traîtres. Parce qu'à ce moment-là, quand cette procédure-là est arrivée, on avait déjà le jugement du grand jury, on savait donc qu'il y avait eu un coup d'État et qu'il était coupable. Elle a fait exactement ça, ça a été très cocasse, l'audience a duré, écoutez, un gros 2 minutes 25. Elle est arrivée là, une petite madame bien frêle, elle a dit vous êtes des traîtres, on n'a aucune confiance, vous devez quitter le navire. Elle a déchiré les 3 jugements. Pendant qu'elle faisait ça, les 3 tarlacs, je ne veux même pas appeler des juges parce qu'ils ne sont pas du tout juges, ils sont complètement délinquants. Ils se sont levés, ils ont fait une petite courbette puis ils sont allés se cacher en arrière. La raison
pourquoi ils ont fait ça, c'est parce qu'Angèle avait raison. C'est tout. C'était la vérité. Puis ce qu'on cherchait, nous, dans cette action-là, c'était de se rendre à la Cour suprême du Canada. Si Angèle ne s'était pas présentée, on n'aurait pas pu faire ça. De toute façon, si je ne me trompe pas, pardonnez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais à ce que je sache, que dans la Cour d'appel, vous êtes encore dans du droit commercial. C'est tout du droit commercial, il n'y a que ça. Il y a pardonnez-moi. Il me semble que quand on arrive en Cour suprême, là, il y a du droit, il y a vraiment le droit humain, le droit common law, le droit naturel, il y a plusieurs noms pour appeler. Le droit constitutionnel même va être reconnu rendu là. Je veux dire, même pas? Non. La Cour suprême du Canada n'a pas à se mêler de la Constitution du Canada parce que la Constitution du Canada appartient au peuple et non pas. Ils n'ont pas d'affaires en réalité. Puis de toute façon, elle n'a pas été signée la Constitution. C'est pas pour rien qu'il n'y a rien de respecté. Ça, c'est la loi constitutionnelle. Elle n'a pas été signée. On est dans un système commercial, donc ils n'ont pas de compte à rendre. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est respecté. Dans le fond, que c'est quand même légal. C'est que vu que pas vraiment la Constitution n'a pas été signée, ben il n'y a rien qui les empêche de faire ce qu'ils font. Il n'y a rien qui les empêche de faire ce qu'ils font. Ils ne sont pas soumis à la Constitution. C'est pour ça qu'elle n'est pas respectée. Ils font semblant. Il y a eu un coup d'État. Bon, puis maintenant, on s'est rendu en Cour suprême suite à tout ça. Racontez-nous, la Cour suprême, tout le monde dit que si vous n'avez pas 100 000 $, oubliez ça, la Cour suprême. C'est pas vrai. Ça a coûté 89 $, ça a duré 30 jours pour on a gagné. Mais là, j'imagine que pour 89 $, il n'y a aucun frais d'avocat, évidemment. Non, on n'a pas eu d'avocat d'impliqué dans notre chose. Les avocats font partie des traîtres. On ne peut pas employer un avocat et espérer s'en sortir. Je vous l'ai dit, il faut effectivement utiliser une autre méthode. Nous, on a fait du droit commun, puis c'est ça qu'un grand jury fait. Mais là, c'est beaucoup de travail pour vous. Il faut connaître beaucoup de choses pour être capable de... Voilà. Ça, c'est notre mémoire qu'on a présentée à la Cour suprême. C'est pas... Bon, il y a peut-être une centaine de pages, peut-être un peu moins, mais la vérité, c'est que ça peut être compliqué. Là. La requête introductive de la Cour suprême, je l'ai ici, c'est ça. C'est ça. On avait 9 boîtes de preuves. OK, on avait 9 boîtes de preuves qui ont détruit, soit dit en passant. Merci la Cour suprême d'avoir détruit tout notre papier. Mais voilà, la façon que ça fonctionne, on a présenté ça à la Cour suprême. La date est dessus sur le dessus comme ça. Je n'ai pas la date exacte. Là. Oui, le 5 juin 2016. On est allé là, on a présenté ça. 15 jours après, on est retourné à la Cour suprême. Porter nos 9 boîtes de preuves. En même temps, et pendant les 15 jours, on a préparé un projet de jugement par défaut au cas où les parties adverses ne se présenteraient pas. Puis les parties adverses, ça fait 5 pages, fait qu'il y en a toute une trollée. Je vais vous lire juste le premier, là. Mais toutes les autres, c'est dans le même style. La première partie adverse, c'est l'État national du Québec, représenté par Sam Hamad, Xavier Savoie-Turcotte, Yvon Vallière, Laurent Lessard, Jacques P. Dupuis, Christian Paradis, Pierre Paradis, Claude Bachand, André Bellavance, Yvon Marcoux, Jacques Vachon, Amélie Lebel, Marc Bellemare et Guy Lentart, ayant siège social au Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, 1045 des parlementaires à Québec. Ils ne se sont pas présentés, puis aucun autre des 5 pages se sont présentés. Donc, 15 jours après, on est retourné à la Cour suprême du Canada, on a fait imprimer notre jugement, on a fait étamper notre jugement par défaut, et c'était la fin de la procédure. Ça n'a pas été plus long que ça. 2-3 mois plus tard, la Cour suprême se sont rendu compte qu'eux-mêmes ne respectaient pas leur procédure. Et puis les petits malins parmi vous autres vont aller chercher la cause, j'ai pas de problème avec ça, puis vous allez vous apercevoir d'exactement ce que je suis en train de vous dire. 2-3 mois plus tard, la Cour suprême se sont rendu compte qu'ils s'étaient fait avoir par notre procédure rapide et expéditive, et ils ont décidé de ne pas entendre la cause. Malheureusement pour eux autres, c'est un défaut de procédure de la Cour suprême, puis ils n'ont rien à dire. La Cour suprême ne peut pas refuser d'entendre une cause qui est réglée. Ils ne peuvent pas, le jugement par défaut est tombé. C'est terminé, c'était la fin drette là pour la Cour suprême. OK, puis maintenant, quel est le lien entre ça et la réclamation du droit royal qui vient après? Bien, étant donné que notre jugement par défaut devenait vrai, il fallait passer à l'étape suivante. Comme j'ai dit dans l'entrevue initiale il y a 5 ans, il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas parce que c'est un système de droit commercial. Fait qu'il faut rétablir la justice. Comme vous disiez au début, la justice est distribuée au Canada au nom de Sa Majesté. C'est le poursuivant dans les affaires criminelles et c'est comme ça qu'on établit un système fondé sur la justice. Si Sa Majesté n'est pas là,
les représentants qui se disent procureurs de la couronne, ils procurent au nom de rien. Ils font semblant. Donc, ils sont juges et partis. Oui, ils sont juges et partis, ça c'est clair et net. C'est ça qu'il faut qu'il arrête. C'est un avocat qui pointait ça. Je vais vous montrer comment on peut terminer à peu près n'importe quel procès dans les premières minutes du procès. Et vous demandez au juge, est-ce que j'ai le droit à un procès juste et impartial? C'est une des premières clauses du droit. Il va être obligé de dire que oui. Ensuite, vous lui demandez, c'est 3 questions. Ensuite, vous lui demandez qui est la partie poursuivante. Il va dire c'est la couronne, Sa Majesté, parce que dans 80% des cas, c'est l'État qui vous poursuit. Et puis, qui me juge? Vous, monsieur le juge, c'est vous qui allez me juger en bout de ligne. Qui vous rémunère? Vous travaillez pour qui? Pour la Majesté. Donc, ce qui arrive, c'est que vous êtes juge. Comment est-ce que je peux avoir un procès juste et équitable, impartial, si ceux qui me jugent sont les mêmes qui me poursuivent? Ça termine là. N'importe quel procès. Il n'y a pas de procès juste et équitable. C'est exactement pour ça qu'on a fait un grand jury. Des gens tirés au hasard qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Là. Les 23, les 26 en fait qui ont été tirés au hasard. J'en connaissais aucun avant le grand jury, aucun pendant le grand jury, puis il n'y en a aucun qui est devenu mon ami après le grand jury. J'ai aucun contact avec qui que ce soit des 23 du grand jury aujourd'hui. Mais par contre, j'ai un contact avec un chat qui fait du trouble, ça sera pas long. On va commencer ma pancarte CSST, qui est celle de Denis Paiement en réalité. Ça va éviter que le chat mange une partie. Mais par contre, parlant de partie, je vais vous lire une partie du jugement par défaut. C'est pas compliqué, c'est 2 pages, 3 paragraphes. Ça va? Oui, oui. Bon. Soyons clairs, là. Autant le grand jury que la procédure à la Cour suprême, que toutes les autres choses qu'on a faites, ont été faites par recours extraordinaire. Ça constitue une mesure d'urgence en assistance à personne en danger sur la loi du bon samaritain. Donc, le jugement par défaut dans le dossier 37104, jugement par défaut d'un droit naturel du demandeur. Jugement par défaut selon l'article 76 du Code de procédure civile à l'encontre de l'État, de l'un de ses organismes ou d'une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C12, ou la Charte canadienne des droits et libertés. Le présent jugement par défaut émis par la Cour suprême du Canada. Donc, c'est tout sans distinction d'instance, pour éviter de me répéter. Arrêt immédiat de toute procédure contre le demandeur. Donc, contre le demandeur, sans distinction d'instance, ça s'applique à tout ce que je m'apprête à dire. Arrêt immédiat de toute procédure. Arrêt immédiat de toute saisie, arrêt immédiat de tout harcèlement, arrêt immédiat de toute intimidation et menace, arrêt immédiat de toute provocation et accusation, arrêt immédiat de toute réclamation, arrêt immédiat de toute poursuite, arrêt et annulation immédiat de tout jugement, arrêt immédiat de tout dommage causé au demandeur. Respect de la Cour suprême du Canada et de son jugement de 1951 qui déclare, et je cite, ça vient de la Cour suprême, « La Constitution du Canada n'appartient ni au Parlement du Canada, ni aux législatures des provinces. Elle appartient au pays et c'est en elle que les citoyens trouveront la protection des droits auxquels ils ont droit. » Et je continue. Ça, c'était la partie Angèle Prince. Pour vous prouver à quel point on est sérieux. Donc, la partie pour Denis Paiement, et je vous montrerai la signature. Par la présente sous-commune-là, au droit commun, est autorisée une injonction en matière de saisie, arrêt des biens monétaires ou physiques de défendeurs mis en garantie de la réponse à la question invoquée en demande d'appel, applicable 10 jours après la date du dépôt au dossier, sans opposition. C'est exactement ce qu'on a eu. Afin que ces ressources ne soient pas dilapidées en excès par abus d'autorité, abus de confiance, abus de droit de bonne foi, négligence criminelle, fraude et incompétence. La présente autorise la fermeture unilatérale, donc par nous autres uniquement, des entreprises, compagnies ou autres usurpateurs de services gouvernementaux tels municipalité ou municipalité régionale de comté, ça c'est à titre d'exemple seulement, ça implique, ou tout autre organisme similaire. Les dits défendeurs, qui se sont d'ailleurs pas présentés, étaient en opposition ouverte, ou sont toujours en opposition ouverte, ou en rébellion illégale avec la Constitution du Canada. Voilà donc le jugement qu'on a eu. En gros, ça permet de faire cesser toute activité illégale et de saisir. D'ailleurs, à ce sujet-là, parenthèse, on s'est fait un très mauvais plaisir, parce que ça n'a pas été du tout une partie de plaisir, d'aller poster dans la fenêtre de la CSST un avis de saisie. Donc, je vous le rappelle, là, pour les petits comiques de la CSST qui vont regarder ça, parce qu'on sait que vous nous espionnez, là, vous êtes bien mauvais.
vous êtes en instance de saisie. Et d'ailleurs, toutes les autres parties qui se prennent pour le gouvernement, qui ne le sont pas. Donc oui, on a tout saisi. Oui, on a gagné en Cour suprême. Et comment est-ce que ça s'est lié à la réclamation du droit Bon, royal? après, il faut continuer. Effectivement, là, quand on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de monarque sur le trône du Canada, le trône était donc vide. On a continué notre aventure suite au mandat du grand jury qui était de régler le problème. J'ai rédigé une réclamation de droit royal qu'on a envoyée partout, incluant Westminster et Buckingham Palace, juste pour être sûr qu'on ne fait pas justement une erreur, puis qu'Élisabeth II pourra dire c'est moi la reine du Canada. On y a envoyé personnellement, 2 fois plutôt qu'une. On n'a eu aucune réponse, donc ça veut dire que c'est la vérité. Et puis on n'a eu aucune opposition, surtout. On ne nous a pas dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes en train d'usurper la couronne. Ben non. Donc, on a fait une réclamation de droit royal qui est ici et qui fait environ 8 pages, peut-être 10. Et puis, on a envoyé ça partout. Comme on n'a pas eu d'opposition, on a poursuivi l'aventure. D'ailleurs, je tiens à mentionner que ça a été fait à l'hôtel de ville de Lamakaza, si je ne me trompe pas, un 4 avril 2017, devant donc, notre notaire. On a fait un acte authentique. C'est enregistré, c'est disponible sur ma chaîne en vidéo ou en photo. Et puis, comme on était rendu là, on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. On a également été à Ottawa en 2017, le 1er juillet, et puis on a couronné un roi. Et le couronnement à Ottawa. Ouais, ça aussi, directement au Parlement, devant les policiers. Ouais, en pleine rue à Ottawa, je pense que c'était au coin de Sussex Drive, puis la rue du Parlement. Je n'ai pas les noms exacts, mais on s'en fout, on le voit dans l'arrière-plan. On avait, puis ça c'est bien cocasse, là, Angèle, elle aime bien se déguiser, c'est elle qui a eu l'idée, donc chapeau, elle dit pourquoi qu'on ne loue pas des costumes? C'est exactement ce qu'on a fait. On a loué des costumes chez Ponton Costume, rue Sainte-Catherine à Montréal. Je vous salue. Merci beaucoup. Incluant le costume de roi et la couronne. Et on était là à Ottawa le 1er juillet à 9h devant 50 policiers. On avait notre petit coin réservé devant le Parlement. C'était tellement épique que je pense qu'ils nous attendaient. Ils nous ont ouvert une barrière. On était dans un triangle complètement fermé. Il y avait plein de police partout. 1er juillet, Ottawa. On a couronné le roi, ça a duré 15 minutes, on l'a même fait 3 fois. Fait que... Parfait. Fait que là, on a un roi maintenant au Québec. Maintenant... Où? Au Canada, excusez-moi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, c'est ça, c'est que... Vous voulez pas fait que savoir maintenant, notre système juridique est un pas de plus vers la légitimité. Oui. Mais vous voulez pas savoir c'est qui, le roi? Ben écoutez, je veux dire, comme c'est certain que, je veux dire, ça vous retirerait quand même, d'après moi, beaucoup de crédibilité si vous vous étiez nommé vous-même. Ben non, je pouvais pas faire ça. Moi, j'ai un mandat de redresser la situation. Je peux pas me couronner moi-même, c'est impossible. Fait que ce que j'ai fait, c'est que... Vous avez nommé Pierre Pellado. Non, Paul Desmarais. Il est pas mort, lui. En tout cas, bref. Junior. Ouais, Junior. Non, c'est ça. C'était déjà lui, le roi, avant, justement. Power Corporation sont impliqués jusqu'au sourcil dans ce qui se passe. D'ailleurs, Mulroney travaille pour eux autres aujourd'hui, mais ça, on se perd. On se perd. On s'éloigne. On va revenir. En fait, c'est ça. Quand on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de roi, j'ai pris ma grande gueule puis j'ai crié « Qu'est-ce qui veut être roi ou reine? » Comme il y avait juste une personne à la ronde, en tout cas, il n'a pas vraiment eu le choix de lever la main, puis il a fait « Ça ne me tente pas. » Puis cette personne-là, c'était Denis Paiement. Donc, on a couronné Denis Paiement en tant que Denis Ier, roi du Canada. Il y avait 2 conditions essentielles à ce que je choisisse quelqu'un comme roi puis que j'accepte de le couronner, parce que c'est effectivement moi qui ai fait la réclamation de roi royal, c'est comme ça qu'il était réellement couronné. Denis ne voulait pas le pouvoir de roi, ça c'est bien évident. Puis le deuxième facteur hyper important, c'est qu'il est incapable d'utiliser son pouvoir. Ça aussi, c'est super important. Tu ne donnes pas le pouvoir à quelqu'un qui le veut et qui est capable de l'exercer, il va devenir un tyran. Denis, étant donné qu'il réunit les 2 conditions essentielles, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui qu'il est roi. Il n'a jamais abusé de rien. Il ne comprend pas exactement c'est quoi les pouvoirs de roi. C'est parfait. Il ne veut pas le pouvoir. Il veut que sa situation personnelle se règle. Puis en attendant, il joue au roi. C'est parce que c'est un rôle. Il ne faut pas le perdre de vue. Mais le roi, soyez clair, n'est pas là pour gouverner le peuple. Le peuple, en droit commun, se gouverne lui-même à moins d'un bris de la paix. Mais il est là pour superviser le gouvernement. Puis ça, c'est important de le comprendre. Le roi ne peut pas donner un ordre au peuple. Impossible. Il peut donner un ordre au gouvernement. Puis quand
tu as un agent du gouvernement devant toi, tu n'es pas un membre du peuple, tu es un servant public. C'est ça que nos traîtres ont perdu de vue. Ils sont là pour nous servir, puis leur opinion, leur magouille, leur traîtrise, ben, qui se la fourre dans l'oreille. Hein? C'est ça. Même une police ne peut pas donner d'ordre aux gens. Tu es un servant public, tu gardes, tu fermes ta gueule, puis tu obéis, c'est tout. Ah, je suis une police, tu vas faire ci. Non, mange la merde. Maintenant, qu'est-ce que la SRPC? La Société royale publique du Canada, c'est dans le fond l'organisme royal du Canada, qui est une association libre, non enregistrée. Dans le fond, c'est une forme corporative, si on veut, pour gérer le pays. C'est donc une association royale où le chef, c'est Denis Ier, et non pas Denis Paiement, Denis Ier, qui établit une structure pour donner, pour la première fois de l'histoire du Canada, ça c'est certain, mais peut-être même de l'histoire humaine, donner le choix au peuple entre les pourris, que vous avez toujours connus, et un gouvernement par et pour le peuple. Parce que je tiens à le mentionner, Denis, c'est un gars bien normal du peuple, il n'a pas de sang bleu, il n'a pas hérité d'une couronne britannique, il est successeur à Élisabeth II ou l'ayant droit royal précédent qui ne s'est jamais présenté. Mais c'est ça, c'est une forme corporative. Les intérêts de Denis Paiement ne doivent pas être mélangés avec ceux de Denis Ier. C'est vraiment une fiction légale qui sert à gérer les autres fictions légales. La Corporation du Canada. C'est une association de gens comme vous puis moi, puis qu'il n'y en a aucun qui va être là. J'ai déjà lu et cru que le pouvoir corrompt, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais plus récemment, j'ai changé d'avis, en lisant que c'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est que le pouvoir est attirant pour ceux qui sont corruptibles de nature. Ainsi, tant qu'on accordera le pouvoir à ceux qui le désirent, nos dirigeants seront des corruptibles corrompus. Ça vous donne aussi donc de la crédibilité que de ne pas avoir entrepris ces démarches pour vous nommer vous-même le roi. C'est d'autant plus vrai que Denis ne voulait pas du trône, lui non plus d'ailleurs. C'est pour ça qu'au grand jury, j'ai fait un tirage au hasard, puis c'est exactement pour ça que dans le cadre de la SRPC, puis de ce qu'on est en train de faire, j'aimerais bien ça, que ce qu'on a appelé l'élection jusqu'à présent, les élus, donc le gouvernement qui siège à la Chambre des communes, dans les assemblées législatives et même au niveau municipal, soit tiré au hasard. Ça, c'est mon souhait personnel, mais comme je disais il y a 10 minutes, mon opinion n'implique que moi, puis ça vaut pas de la merde si les autres la partagent pas. Puis même si les autres la partagent, ça reste juste mon opinion. Bon, ben, si je pourrais rajouter là, peut-être ça va une touche humoristique à ça. Il y a un Américain qui dit un jour, ça a été repris par Coluche puis par plein d'autres, mais ça a beaucoup de sens, c'est que les politiciens, c'est un petit peu comme les couches pour bébés. Il faut les changer souvent, puis pour la même raison. Après ça, on va parler de Falcon Lake, et puis pour terminer l'entrevue. Falcon Lake, c'est peut-être le troisième acte le plus important que j'ai fait de ma vie. Le grand jury est et restera probablement la plus grande chose que j'aurais faite dans ma vie. Mais pour arriver à refonder le Canada, ça prenait un acte d'union qui a été rapporté par Russell Roger Smith dans le document ici présent en 1937, que l'acte d'union n'avait jamais été fait proprement ou convenablement pour fonder le Canada, ce qui leur a permis de faire tout le reste qu'on vient de nommer. Donc, je me suis dit, pour arriver à fonder le Canada convenablement, ça prend un humain libre de toute autre obligation, surtout pas quelqu'un qui représente commercialement, qui signe pour chaque province et région du Canada. Donc, on a réuni un humain libre à Falcon Lake, Manitoba, en juin 2019, donc ça fait pas tout à fait un an aujourd'hui, pour solliciter les humains. Voulez-vous conserver le Canada dans le principe de droit de constitutionnalité qu'on a hérité de Grande-Bretagne. Et ces gens-là ont dit oui. À ce moment-là, la couronne initiale de Denis Paiement, donc la réclamation de droit royal de la SRPC, touchait à sa deuxième année. Denis était obligé d'abdiquer comme roi du Canada. Et à moins que les gens du peuple, donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le peuple qui a en réalité nommé Denis Paiement comme roi Denis Ier, ont sollicité Denis Paiement, pourriez-vous, s'il vous plaît, votre majesté, ayez la bonté de reprendre la couronne du Canada pour 5 ans.
et ils ont signé l'acte d'union. Donc, des gens libres ont signé l'acte d'union. Par la suite, on a pu tout de suite, faire une réunion constitutionnelle avec les mêmes délégués qui, à ce moment-là, ont pris des rôles officiels. Donc, ils sont arrivés libres, humains, ont sollicité la Fondation du Canada, ont demandé à Sa Majesté de bien vouloir être le chef d'État, ont été nommés délégués de chacun de leurs provinces respectives et ont signé la Constitution du Canada. C'est pas moi qui ai la version originale, c'est Angèle Prince, mais c'est cette Constitution-là qui a été acceptée comme document légal, comme loi suprême du Canada. Et à ce moment-ci, on est donc environ un an, presque quelques mois, là, et on a fondé le Canada et on est en train de mettre en place. Et j'utilisons à dessein parce que j'en fais pas partie de la SRPC, je ne m'en mêle pas. Je m'en mêle à titre de conseiller parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, là, mais c'est à eux de décider de la suite des choses, la SRPC, pour le meilleur et pour le bien des gens du Canada. Mais je tiens à répéter que Denis Ier et la SRPC et le gouvernement du Canada dans son entier n'ont aucun moyen de dicter au peuple quoi faire, à l'exception d'une seule chose, s'il y a un bris de la paix. S'il y a un bris de la paix, c'est une toute autre façon de voir les choses, mais dans tout le reste, le gouvernement ne peut pas dicter aux gens ni quoi faire, ni comment le faire, ni quand le faire. Il n'y a rien que tout ce qui existe en droit. Pour vulgariser, briser la paix, ça prend une victime. Voilà, il faut qu'il y ait un préjudice en fait. Il n'y a pas obligé d'avoir une victime physique. Si je brise ta clôture, il y a un préjudice. Ben oui, mais il y a une victime. Moi, j'ai perdu ma clôture. Ben, la clôture n'est pas victime. Non, mais moi, je suis victime parce que quelqu'un a brisé ma propriété. Oui, c'est ça. Mais il y a une victime. Mais par exemple, si quelqu'un se fait prendre, par exemple, avec une substance illégale, mais la marijuana n'est plus illégale au Canada, mais mettons des champignons magiques, eh ben, il n'y a aucune victime. C'est ça. Alors, on peut pas la juger comme criminelle ou quoi que ce soit dans le common law, c'est ça. Ouais. Puis les intentions ne sont pas punissables non plus. Aujourd'hui, en droit commercial, oui. Là. Dans le code criminel, c'est même inclus. Là, puis ils essayent de te punir pour tes intentions. Mais la vérité, c'est que les intentions ne sont pas punissables. Fait qu'un exemple bien simple de ça, je pourrais être en train de planifier d'aller voler un fourgon blindé. Ben, si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Ouais, ok. Puis bon, je rajouterais par exemple pour aller avec ce que vous avez dit que dans le fond c'est ça, le pouvoir du roi est limité par ce que le peuple lui accorde. Limité par ça. Ben puis parce que le peuple lui accorde. Si par exemple le peuple se levait derrière Denis Ier puis acceptait de travailler comme une police pour lui, ça lui donnerait un pouvoir de coercition contre n'importe quel politicien qui ferait du tort au peuple ou contre n'importe quel multinational. Comme c'est là, c'est un roi qui a pas de police. Alors son pouvoir est excessivement limité, puis il y a juste le peuple qui pourrait changer quelque chose là-dedans, d'après moi. Je vous laisse terminer, il reste 30 secondes. 30 secondes, ben, ouais. Merci au peuple du Canada de comprendre ce qu'on a fait, et puis je tiens à vous dire que votre opinion, comme la mienne, elle m'importe absolument peu. Si vous pensez que j'ai tort, ben c'est vous qui avez tort. Vous êtes libre de le penser, hein, parce que je respecte la liberté de penser, mais les faits sont les faits, puis je tiens à mentionner que ça ne me satisfait pas dans la situation que le Canada est placé. J'ai pas fait ça de plein gré, je l'ai fait parce que c'était nécessaire, j'en ai rien tiré comme bénéfice, et puis la vie finit comme elle commence, donc je vous salue, fan de Peter Moore, parce que c'est comme ça que ça a commencé, puis c'est comme ça que ça se termine. Je vous passe le flambeau, si vous le prenez pas, ben voilà, on en est là, mais je vous salue, je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Si vous voulez pas comprendre, ben tant pis pour vous. Monsieur Vartin, merci beaucoup.